de l'ensemble de ces 2 jours, journée d'études. Voilà, je te laisse tout de suite la parole. Est-ce que tu veux un peu de lumière pour lire? Un petit rayon, si ça tape bien. Un petit rayon? Voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vais mettre ici. Donc, merci pour commencer aux organisateurs, à l'école française, mais vraiment aux organisateurs ici présents, parce que grâce à vous, en m'invitant, vous m'avez motivé à travailler, à mettre en forme en fait des pistes de réflexion que je vais vous livrer et qui étaient jusque-là informelles. Donc c'est un travail, une ouverture de travail qui est née dans le programme MERAPMED, dont nous sommes quelques-uns à être présents ici. Et cette communication propose un début de réflexion comparative sur des itinéraires développés dans une intention de dialogue interreligieux et ou interculturel, voire parareligieux. Donc, mes recherches actuelles portent sur la thématique des lieux saints partagés, avec Dionigi Albera, que certains d'entre vous connaissent, donc entre les 3 monothéismes. Mais je m'intéresse également à un autre type de partage. Outre les fidèles de religions différentes, certains sanctuaires ou chemins sont aussi fréquentés par des incroyants et des touristes, sachant que, comme nous disions ce matin, ces derniers peuvent temporairement devenir pèlerins. Je vais laisser entrer nos amis. Donc aujourd'hui, ce nouveau projet de recherche porte sur plusieurs itinéraires à vocation patrimoniale et interculturelle au sens large. Comment des entrepreneurs soutenus par des institutions politiques produisent-ils de tels itinéraires, des réseaux, voire un marché touristique ? À travers plusieurs exemples, je m'intéresserai à la fois aux espaces, les chemins et aux différents acteurs qui les animent. Concernant les limites de cette présentation, je dois donc préciser que je ne suis ni spécialiste des Balkans, ni de la Grèce, et que ce projet donc, qui est en train de naître n'en est donc qu'à ses débuts. Et j'espère que du coup, vous aurez aussi des remarques pour nourrir ces recherches à venir. Donc je vous parlerai je partirai du pèlerinage de référence en la matière, qui est le pèlerinage de Compostelle, en fait, pour décliner ensuite une série d'itinéraires en Europe. Puis, dans un second temps, je m'attarderai au cas du chemin d'Abraham, où vous verrez, qui est un itinéraire interculturel qui part de Turquie et qui termine en Palestine, sous le référent abrahamique, donc qui se veut intermonothéiste, universaliste, etc. Donc, en fait, le Compostelle est véritablement le modèle de ces itinéraires tels que je les appréhende. Donc, inutile de présenter ce pèlerinage, car si vous n'y êtes pas parti vous-même, vous connaissez forcément, en tout cas c'est le cas en France, on connaît souvent quelqu'un qui est parti à Compostelle, qui le fait, qui le tronc en plusieurs tronçons, etc. C'est quelque chose de très commun finalement. Pèlerinage, quête spirituelle ou grande randonnée, chacun y trouve un peu le sens de son choix. Comme dans la théorie des pèlerinages de John Head et Michael Salno, le pèlerinage apparaît là comme un récipient vide, empty vessel, que les pèlerins ou les marcheurs remplissent du sens de leur choix. Donc là, c'est vraiment une théorie qui fonctionne avec Compostelle tel que on peut le connaître aujourd'hui. Là, vous avez une succession de dates importantes, notamment après l'apogée médiéval du pèlerinage de Compostelle et son déclin avec les Lumières. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1950, donc, on voit une première société des Amis de Saint-Jacques en France qui est fondée d'ailleurs par Jean Babelon, qui est l'un des auteurs de référence sur le patrimoine. Donc il avait la double casquette de conservateur mais aussi d'acteur de cette société des Amis de Saint-Jacques. Puis surtout, c'est qu'en 87, les chemins de Compostelle deviennent le premier itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, dont je vais reparler. Puis il y a une impulsion avec les 4e journées mondiale de la jeunesse, avec la présence de Jean-Paul II, qui déclenche en fait véritablement aussi les regards, enfin en tout cas les gens vont se réintéresser au pèlerinage. Et surtout le jubilé de 1993 fait qu'on a 100 000 pèlerins, alors que 15 ans plus tôt, il n'y avait que 2000 pèlerins recensés. Puis voilà le classement à l'UNESCO du chemin français qui se trouve en Espagne. Plus aujourd'hui, on a une succession pour la France, en tout cas, de sites classés au patrimoine, aux monuments historiques ou alors au patrimoine de l'UNESCO. Et en 2004, ce même itinéraire est devenu grand itinéraire culturel européen. C'est une labellisation dont je vais parler un peu plus tard. Donc voici en fait une carte. J'espère qu'elle est lisible. Mais c'est surtout, sans aller dans le détail géographique, vous reconnaissez la zone.
c'est surtout l'idée que les routes jacquaires se sont multipliées. Donc une toile de routes secondaires et transversales ont été rouvertes, toutes jalonnées de monuments. Donc la pratique du pèlerinage a incorporé une indéniable dimension patrimoniale. En marchant, on visite aussi des églises, des monastères, des monuments, etc., des œuvres d'art. Et ça fait partie pleinement de la pratique qui est recommandée par tous les guides, en fait, dont tout le monde se parle aussi sur le chemin, parce qu'on parle à chaque fois des monuments à voir à l'étape suivante. Il y a toute une rhétorique de cet ordre. Donc le pèlerinage de Compostelle connaît un succès immense et représente aujourd'hui un véritable marché animé par des opérateurs touristiques, organisateurs de pèlerinage à la demande, etc. Donc il y a toute une profusion de sites internet, d'agences qui vous organisent le pèlerinage sur mesure avec un guide, chacun peut y trouver son compte et ce sont là donc aussi, comme je disais tout à l'heure, on voit apparaître vraiment des entrepreneurs du pèlerinage de Compostelle. Tandis que le chemin est devenu, pour d'autres, pour certains pèlerins, une autoroute qu'il s'agit de fuir en fait, parce qu'on n'y retrouve plus l'authenticité éprouvée la première fois ou les premières fois. Parce que les pèlerins, on les appelle aussi les récidivistes du chemin, sont ceux qui partent et qui repartent et qui finalement produisent ces nouveaux itinéraires secondaires. Alors il y a par exemple là récemment, il y a un itinéraire qui est parti de Saint-Gilles, je crois, donc près de Montpellier, et qui rejoint Saint-Jean-Pied-de-Port, mais en passant par l'itinéraire rouge en fait, au sud de la carte, dans le sud-ouest de la France. Donc il y a toute une profusion de routes qui sont ouvertes et labellisées, balisées aussi, donc ça demande toute une procédure intéressante. On peut réappeler ça des avatars, justement, des avatars des chemins historiques, en tout cas attestés, qui d'ailleurs ne le sont pas, mais finalement qui sont reconnus comme les 4 grands chemins, par exemple en France, et donc il y a une toile d'araignée qui s'est constituée. Et donc ces récidivistes du chemin sont devenus eux-mêmes des entrepreneurs en se constituant en association et en ouvrant dans leur région, partout en fait, des routes secondaires qui se ramifient aux itinéraires allant vers Compostelle. J'en reparlerai plus loin. Là, je vais juste m'arrêter plutôt à cette notion là des itinéraires culturels européens. Donc Compostelle fut le premier promu en 87. Et on voit donc comment il y a un autre niveau institutionnel qui opère sur ce sujet, où ce sont plutôt des technocrates en fait, qui prennent le relais des associations, des projets présentés par les associations locales. Et on voit donc une labellisation qui est étudiée et qui peut donner lieu à des itinéraires culturels. Alors il y a un institut qui est basé à Luxembourg et qui est chargé d'assurer la continuité, mais aussi le développement du programme des itinéraires culturels. Et là, je vais citer vous les avez, quelques citations, je crois, très, très éloquentes pour notre sujet, en tout cas le sujet que je présente. Donc le projet politique est le suivant. La force et la pertinence des itinéraires culturels consistent à, je cite, la mise en œuvre d'un travail pratique de réparation de l'Europe. Donc la rhétorique est intéressante, réparation de l'Europe. Un autre extrait de cet institut, d'autres extraits du site internet de cet institut. En travaillant sur la continuité transfrontalière des actions, ils font intervenir des définitions de la frontière, matérielle, communautaire, historique, linguistique, pour mieux les comprendre et en faire des terrains de réconciliation. Donc là, on a aussi la notion de réconciliation qui apparaît. Je continue la citation. En choisissant des lieux de rassemblement, des villes symboliques, des cheminements européens, voire des territoires qui ont connu la souffrance des confrontations, ils illustrent a posteriori la complexité des confluences. En rassemblant tout simplement des acteurs de nature, de culture et d'origines géographiques différentes, ils tentent de les amener à se raconter mutuellement des histoires riches et partielles et d'en rassembler les fragments pour en faire une mémoire commune. Donc là, on a beaucoup d'éléments qu'on pourrait développer, analyser, décortiquer. Donc la rhétorique, là, est quand même assez intéressante. On fait émerger aussi la notion interculturelle à travers la notion de confluence, de confrontation, de réconciliation. On voit déjà se profiler un thème qui nous intéresse. Et là, plus que l'idée de solidifier une construction nationale, on voit que la patrimonialisation a pour objectif la construction européenne, voire la réparation telle que c'est dit en tête de chapitre. Donc une construction européenne et supranationale. Je cite encore, travailler à recréer des liens entre l'Ouest et l'Est, mais aussi entre le Nord et le Sud, tout aussi séparés, mais pour d'autres raisons historiques, est une mission fondatrice du Conseil de l'Europe. Donc l'objectif premier, politique, c'est de valoriser et favoriser le vivre ensemble dans la reconnaissance de l'altérité culturelle et religieuse.
Donc là, parmi les itinéraires culturels on en a 29 aujourd'hui qui sont labellisés. Alors il y en a qui sont dédiés à des personnages européens comme Mozart par exemple ou Don Quichotte. On a aussi une reconnaissance du patrimoine industriel à travers de la route du fer, ce genre de choses. On a des chemins de pèlerinage proprement dit, donc comme Compostelle. Il y a aussi la Via Francigena ou les chemins de Saint-Michel. Il y a une série de 4 ou 5 pèlerinages. Il y a aussi une série liée au réseau des monastères, et c'est intéressant d'ailleurs qu'ils le distinguent des pèlerinages, donc notamment les sites clunisiens qui sont reconnus, donc il y a un itinéraire qui est labellisé comme tel. Et puis quelque part une catégorie autre, et on retrouve à la fois la route européenne des cimetières, la route de l'Olivier, je crois qu'on en parlait hier à table, qui passe peut-être par la Grèce d'ailleurs. Et je vais vous parler moi de 2 cas derniers, de ces 2 cas là rapidement, qui sont à la fois les itinéraires de l'héritage d'Al-Andalus et les itinéraires européens du patrimoine juif, qui eux-mêmes ont vraiment on entre dans une dimension interculturelle et voire confessionnelle explicite. Alors, l'héritage d'Al-Andalus, c'est même un sujet qui m'avait intéressé dans mes recherches à la fin des années 90, parce que ça venait d'être labellisé en 97, et je trouvais ça déjà intéressant, parce que je travaille sur les pèlerinages. En fait, ce n'est pas un pèlerinage, mais ce sont des routes justement particulièrement qui sont inventées dans une intention politique. Donc, El Legado Andalusi est une fondation publique qui dépend du gouvernement régional d'Andalousie et a pour objectif de promouvoir le patrimoine culturel de l'Andalousie, je cite, la civilisation hispano-musulmane à travers son art et sa culture, les liens historiques et sociaux avec le monde arabe, l'ère méditerranéenne et l'Amérique latine. Donc on voit aussi là une référence explicite aussi à l'histoire arabo-andalouse et musulmane de la région. Avec tout le mythe sous-tendu de l'Andalousie, etc., qu'on connaît bien. Donc il est devenu itinéraire culturel en 1997 et grand itinéraire du Conseil de l'Europe comme Compostelle en 2004. Donc concrètement, il se décline en plusieurs itinéraires. Je ne sais pas si c'est lisible sur la carte, mais on a à la fois l'itinéraire d'Al-Idrissi, donc du géographe, entre Grenade et Algeciras. On a l'itinéraire du califat de Cordoue à Grenade. Donc il y a 8 itinéraires en fait que les touristes ou que les gens peuvent parcourir. Il ne s'agit pas véritablement de marche à ce niveau-là, c'est plus des visites, on va dire, par étapes, mais il n'y a pas de chemin particulier. Le deuxième exemple que je parcours vite, que je présente avec vous vite fait, oui, donc le premier, c'est bien aussi, on est bien dans le mythe andalou et la convivencia, c'est un des termes majeurs aussi qui ressort dans la rhétorique de cette initiative. Alors il en va de même justement de l'itinéraire du patrimoine juif européen, dont la présentation dit « Le patrimoine juif fait partie intégrante de l'histoire de la culture européenne. Enraciné pour l'essentiel en Europe, il est l'expression d'une histoire faite de migration, de persécution et de précarité, mais aussi d'échanges, d'humanisme et de mains enrichissements mutuels. » Donc vous voyez en bleu les pays concernés, on voit que la Grèce est concernée, la Turquie est concernée, la Serbie aussi, enfin bon, donc il y a la zone balkanique ne l'est pas complètement. Mais il s'agit de proposer une série de sites, de visiter une série de sites, des synagogues, des cimetières, des bains rituels, des quartiers aussi, mais aussi des bibliothèques relevant, entre guillemets, du patrimoine juif, et de promouvoir, là aussi, le vivre ensemble à travers le tourisme. Donc là, c'est vraiment une opération touristique aussi, en même temps que de patrimonialisation et de reconnaissance, en fait. Donc ça peut être vraiment... Le lieu, là, je n'ai pas d'investigation plus approfondie, mais ça peut être aussi intéressant de creuser ces dimensions. Et notamment dans la foulée de ce chemin, de cet itinéraire plus général, on a ce qu'on appelle le chemin séfarade, qui fait partie de ce projet, que là je vais développer quelque peu, enfin vous présenter quelque peu. Donc c'est sur la carte du haut, c'est une opération menée avec Google, et en fait on voit tous les sites qui ont été référencés par le réseau des quartiers juifs d'Espagne, et qui propose donc aux touristes la possibilité de visiter les quartiers juifs en fait, hispaniques et historiques. Et en dessous, on a cette carte qui m'intéressait, mais même si c'est un zoom qui est basé sur l'Espagne, on retrouve les sites en fait de la carte du haut, et avec un itinéraire, mais qui n'était pas légendé véritablement. Donc, mais qui propose, on voit en tout cas un exemple d'itinéraire, ou peut-être historique. Il n'y avait pas plus d'informations, mais je trouvais déjà intéressant dans la mesure aussi où ça recoupait un peu la zone géographique qui nous occupe aujourd'hui, pour la rendre un peu plus présente. Pour continuer à travers cet itinéraire, justement,
là, par exemple, une initiative très récente, je crois, de fin 2013, c'est Google. Vous savez qu'il y a toute une politique aussi de visite virtuelle de certains lieux de patrimoine, etc. Donc, a développé, fin décembre, un projet, voilà, vous voyez, Discover Jewish Heritage in Spain. Donc, on a 24 villes représentées, 523 lieux. Et là, c'est une visite virtuelle où on peut, à travers la carte qu'on vient de voir, entrer par une entrée cartographique ou thématique et entrer dans les lieux, les visiter, voir les photos, il y a des vidéos, etc. Et donc, cette présentation qui a été faite par le directeur de la fondation du réseau des quartiers juifs espagnols, en présence du maire de Tudela, mais aussi du directeur de Google en Europe, ainsi que du ministre des Affaires étrangères espagnol. Donc on voit que tout ça se trame dans un monde politico-économique aussi, qui sont connectés en fait. Voilà. Et là, je ne sais pas si j'ai le temps, mais aussi, pour vous montrer, je vais en montrer pour d'autres, mais j'ai ajouté cette vidéo à l'instant, très rapidement, le type de promotion. Attendez. Le type de promotion... Ça, c'est le chemin séfarade, en fait. Une présentation vidéo. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais c'est pour donner quelques éléments. Ça continue pendant 4 minutes, mais on voit bien comment le patrimoine est associé à des pratiques aussi culinaires, gastronomiques, etc., sportives, de randonnée, de vélo, enfin bon, tout ça est conjugué. Et je vais donc, pour passer à continuer un peu ce panorama plutôt, hein, au niveau macro, on n'est pas vraiment sur des analyses pointues monographiques, mais du coup aussi m'arrêter juste sur un projet, revenir à un niveau en dessous d'échelle et passer aux porteurs de projet aussi. Par exemple, je suis tombé, là c'est vraiment dans la préparation de cette journée, en fait, sur des documents qui sont archivés dans l'Institut des itinéraires culturels à Luxembourg, en fait, donc il y a toute une succession de documents que j'ai pu consulter. Et je suis tombé sur une proposition d'un projet de chemin qui n'est pas à ce jour promu ni labellisé, mais qui s'intitule Le chemin de Jérusalem. Et ça, je l'ai choisi en fait pour vous montrer, parce qu'il a une dimension balkanique, en tout cas il concerne aussi la région présente. Il a été présenté en 2013 par une chercheuse italienne universitaire de l'université de Salento lors d'une rencontre du Conseil de l'Europe en Sicile. Et elle y propose donc un itinéraire maritime reliant Venise à Jérusalem avec un approfondissement sur les Balkans présents dans la carte de droite. Donc les itinéraires se calqueraient, proposés par exemple ce qu'on voit à droite sur les anciennes voies romaines, donc la Via Diagonalis, la Via Danubiana. Et l'une des routes part de Burga sur la mer Noire, passe par Istanbul, Xanthi, Rhodes, Chypre, etc. Donc en fait là c'est juste un élément pour montrer comment des porteurs de projets peuvent au niveau local, et je suppose que vous connaissez ça très bien, même mieux que moi, mais je trouve ça intéressant de voir comment chacun peut tisser son projet et puis le faire remonter et puis le présenter et puis en justifiant d'un développement touristique, économique, solidaire, etc. Et là, je vais encore changer d'échelle pour revenir au niveau associatif pleinement, à travers une association qui a attiré mon attention. Mon ascension, c'est un lapsus. C'est demain. C'est surtout demain. Donc attention. Bref, ça continue. Et donc c'est une association qui s'appelle Compostelle Cordoue. Donc on retourne vers Compostelle aussi, mais avec sa dimension aussi Cordoue, donc andalouse, avec ce mythe de l'Andalousie dont j'ai parlé.
Et en fait, cette association nous replonge un peu plus dans le fait pèlerin dans la dimension de dialogue interculturel et interreligieux assumé. Même si, je cite, l'association ne se réfère à aucune obédience religieuse ou philosophique particulière. Donc son nom est justifié comme suit. L'homme est pèlerin sur la terre, sa vocation est de se mettre debout et de marcher. C'est ce que nous appelons l'esprit de Compostelle. Ensuite, l'homme est un être de relation destiné à vivre ensemble avec ses semblables d'origine et cultures différentes. C'est l'esprit de Cordoue. Donc cette association a été fondée en 2009 à Genève par des pèlerins de Compostelle, de Jérusalem et de la Mecque qui ont souhaité marcher ensemble vers Cordoue, creuset historique de la lointaine convivencia entre musulmans, juifs et chrétiens. Son objectif consiste à promouvoir de nouveaux chemins de convivencia. Donc on retrouve un peu toujours la même rhétorique, le même genre d'initiative ici et là. En fait, pour être exact, cette association est le fruit de l'indignation de sa présidente en route pour Compostelle, qui a été donc indigné par la figure du Matamoros. Donc pour eux, cette image du Matamor nous invite à changer notre regard sur les autres pour éviter les guerres de religion dont elle est un symbole. Donc moi j'appelle ça le paradoxe de Compostelle. C'est intéressant parce que c'est un pèlerinage historiquement de la Reconquête, avec la figure de Saint Jacques qui est un étendard de la guerre, quelque part, de cette reconquête, et donc il y a un tueur de mort, ce que veut dire Matamoros. Et là, aujourd'hui, au contraire, on élude aussi cette dimension-là, et on va reconnaître, au contraire, le vivre ensemble, et essayer de le transformer, en fait, la vision historique et symbolique du personnage. Donc en fait cette association, donc vous voyez des éléments, organise aussi, c'est le propre d'ailleurs des associations de dialogue interreligieux et interculturel, parce que la frontière est floue entre les deux, organise des colloques interculturels. Et par exemple, vous voyez ici deux acteurs connus et reconnus, donc c'est le père Paolo Dall'Olio dont je parlais ce matin encore et hier aussi à d'autres plus personnellement, qui est acteur du dialogue islamo-chrétien et aussi du chemin d'Abraham dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc on voit que tout ça se trame et tout ça se tisse et tout ça se fonctionne ensemble. Et le deuxième, c'est le Cheikh Bentounez, qui est donc le chef de la Tariqa Soufi Alaouia, qui est très ouvert aux autres religions. J'en dirai juste un mot tout à l'heure. Donc ce sont des virtuoses en fait du dialogue interreligieux mais aussi interculturel. Et ils ont la particularité d'être aussi des hommes de religion. C'est ça qui est intéressant en fait. Et ce sont des passeurs quelque part. Donc justement, ce qui m'intéresse avec Compostelle Cordoue, cette association, c'est que l'an dernier, elle a appelé à faire un pèlerinage à Assise. Assise, la ville de Toscane, la ville de Saint-François. Et c'est l'avant-dernier cas dont je vais vous parler. Donc voici le chemin d'Assise. Le tracé qui part de Vézelay en France et qui traverse les Alpes et qui termine en Toscane à Assise. Et le chemin d'Assise, on l'appelle aussi le chemin de paix. Donc déjà, on retrouve aussi cette notion de paix, de dialogue, etc., à travers la figure de Saint-François. Donc comment il est né ce chemin? Ce sont des anciens, encore une fois, on retrouve les récidivistes du chemin de Compostelle, ce sont des anciens pèlerins de Saint-Jacques qui ont fondé l'association du chemin d'Assise et ont ouvert en 2005 un chemin de 1500 km entre Vézelay et Assise. Dans ce cas, comme dans la plupart des autres, il s'agit d'une pleine invention, car ça n'a jamais été un chemin de pèlerinage. La légitimité vient de la première communauté franciscaine installée à Vézelay en 1297. Donc le tracé est pleinement artificiel et relie là les principaux monuments, on peut dire patrimoniaux ou religieux aussi, que ce soit excusez-moi. Il y a Cluny, il y a Thésée aussi, donc il y a plein de monastères, etc., qui sont reliés par ce chemin qui n'est pas du tout historique, en fait, qui permet à la fois de constituer un réseau d'accueil et à la fois de satisfaire les visiteurs et le souhait aussi justement d'une visite de monuments classés au patrimoine. Voilà, il y a la Chartreuse, etc. Donc il y a en Italie un itinéraire, un chapelet, on pourrait dire, de lieux comme ça patrimoniaux qui sont visités, de patrimoine religieux. Donc cet itinéraire aujourd'hui est vraiment naissant, se développe de plus en plus.
Donc chaque année, de nouveaux pèlerins, anciens de Compostelle, s'y aventurent, et il est balisé du tau. Le tau, c'est l'emblème de Saint-François et de la colombe. Donc il y aurait aussi une analyse intéressante des différents symboles utilisés pour marquer le chemin en tant que tel. Donc ce qui m'intéresse, c'est la dimension de chemin de paix liée à Saint-François, présentée comme universelle. Et justement, on retrouve la Tariqa Alaouia et le Cheikh Bentounès dont j'ai parlé juste avant, parce que ce dernier a convié les membres de sa confrérie soufie à se joindre à la marche organisée par Compostelle-Cordoue en septembre dernier. Et justement pourquoi ? Parce que Saint-François est considéré comme un soufi par ses croyants. Parce que dans l'abandon, on retrouve des valeurs communes. Il retrouve en Saint-François en tout cas les valeurs du soufisme qui sont les leurs. Et en fait, c'est dans un colloque sur les pèlerinages en Europe, pèlerinage musulman en Europe, que j'ai rencontré aussi un doctorant italien, Francesco Pireino, qui fait sa thèse sur le soufisme européen et qui m'a un peu plus parlé de ce pèlerinage musulman à Assise. Je peux aussi ajouter que le cher Bentounès, il avait été invité par Jean-Paul II à Assise justement pour les rencontres mondiales de la paix. Et le choix d'Assise n'était pas anodin, déjà du point de vue de l'Église romaine. Donc voilà, on voit l'universalité de Saint-François et donc Bentounès, le même personnage, qui est donc un acteur de ce chant, avait été invité dès 86. Et donc je reviens sur cet étudiant, Francesco, qui m'a également confié qu'en avril 2013, les membres italiens d'une autre confrérie soufie, la Tariqa Naqshbandiya, ont lancé un appel pour se rendre à Assise. Donc distinctement de l'appel de Cordoue, enfin de Compostelle-Cordoue et de la Alaouia, il y a eu aussi un appel spontané de cette confrérie pour aller à Assise. Donc on voit qu'il y a une convergence aussi, on pourrait dire islamo-chrétienne ou mystique en tout cas, vers ce lieu. Alors lui n'y est pas allé, mais il a su par ses réseaux et notamment par Facebook, parce qu'en fait il est connecté, ces gens-là sont connectés aussi, enfin c'est pas étrange mais c'est plutôt intéressant. Et donc une cinquantaine de personnes de cette tariqa y sont allées et ils auraient même fait un zikr, donc une séance de récitation du nom de Dieu, etc. Donc un rituel musulman à l'intérieur du sanctuaire. Donc on voit que de façon spontanée ou sporadique, en tout cas, le lieu saint est fréquenté par des fidèles musulmans, ce qui pose aussi la question de la frontière religieuse. Et il m'a aussi d'ailleurs mentionné, ce même doctorant, que des membres de la Alaouia allaient à Compostelle et prier dans les églises, mais les yeux fermés, en faisant les rakats de la prière musulmane avec les yeux, pour ne pas choquer d'éventuels pèlerins ou chrétiens, etc., qui seraient dans les lieux. Donc on voit comme ça, par les marges des fréquentations aussi. Et ça, c'est le cœur de mes recherches actuelles. Mais à travers ces itinéraires, on voit que ça devient des canaux que peuvent emprunter, en tout cas, ces acteurs. De même que ces pèlerins de la Naqshbandiya se rendent aussi à Chypre, sur la tombe de Saint Barnabé, qui est un lieu, donc au Chypre on est quand même aussi dans la zone grecque, enfin bon, on est par ici en tout cas, mais il y a aussi un partage religieux sur la tombe de Saint Barnabé, ils s'y rendent en pèlerinage annuellement. Ça fait peut-être beaucoup de choses, mais voilà, comme je dis, c'est touffu parce que c'est plusieurs pistes de recherche qui s'ouvrent, et j'en viens à mon deuxième point qui est précisément le chemin d'Abraham. Abraham Pass en anglais, qui est un sentier qui se présente comme un sentier de randonnée à travers le Moyen-Orient, qui débute au nord de la ville d'Urfa en Turquie et qui se termine au caveau des Patriarches à Hébron. Et en fait, qui commence, il y a un nouveau tronçon qui va dans le Negev aujourd'hui, parce que l'une des idées, ça serait d'aller vers le Caire, Abraham étant parti vers l'Égypte. Encore peu parcouru, c'est un itinéraire en train de se faire, ce qui m'intéresse particulièrement, où les processus de fabrication et d'invention est très constitutif. Donc comme je l'ai dit, j'en suis au stade exploratoire, donc je n'ai pas encore fait le terrain. J'y vais là la semaine prochaine, donc je vais rencontrer en tout cas les acteurs, commencer à rencontrer les acteurs sur place. Donc, mais c'est plutôt des recherches que j'ai faites à partir de tout ce qui existe sur le web et avec mes contacts par mail avec les organisateurs. Donc le fondateur, en fait le projet, ce qui est intéressant, c'est qu'il est né hors sol. Il est né à Harvard, aux États-Unis. De la volonté d'un William Ury qui est présenté comme un expert en négociation, auteur d'un best-seller qui s'appelle Getting to Yes, qui a été traduit en 30 langues. Il a travaillé avec le président Jimmy Carter, cofondé le réseau International Negotiation
une ONG qui cherche à mettre fin aux guerres civiles dans le monde, s'est impliqué aussi pour éviter les guerres nucléaires. Et donc il a été proche de la Maison-Blanche, pour résumer. Donc on peut dire que c'est aussi un virtuose, lui, de la diplomatie politique, etc. Donc vous voyez le genre de profil que je vais vous présenter tout de suite. Donc on peut le considérer aussi comme un entrepreneur du dialogue interculturel. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai appris l'existence de ce chemin par le père Paolo dont j'ai montré la photo tout à l'heure, parce que, comme je vous l'ai dit, il est lui-même acteur de ce chemin en Syrie, qui n'existe plus aujourd'hui en Syrie. Mais bon, ce sont tous les deux, d'après moi, des entrepreneurs à la fois du dialogue interculturel ou interreligieux. Et là, je vais vous mettre un extrait de ce type qui a participé à, si vous connaissez le TED, en fait, le Technology Entertainment Design, en 2010. Et donc, c'est une présentation du projet dont j'ai sélectionné un extrait arbitrairement, bien sûr. Et vous allez juste écouter un peu le... You know that every culture has an origin story. What's the origin story of the Middle East? In a phrase, it's 4,000 years ago, a man and his family walked across the Middle East, and the world has never been the same since. That man, of course, was Abraham. And what he stood for was unity, the unity of the family. He's the father of us all. But it's not just what he stood for, it's what his message was. His basic message was unity too, the interconnectedness of it all, the unity of it all. And his basic value was respect, was kindness towards strangers. That's what he's known for, is hospitality. So in that sense, he's the symbolic third side of the Middle East. He's the one who reminds us that we're all part of a greater whole. Now think about that for a moment. Today we face the scourge of terrorism. What is terrorism? Terrorism is basically taking an innocent stranger and treating them as an enemy whom you kill in order to create fear. What's the opposite of terrorism? It's taking an innocent stranger and treating them as a friend whom you welcome into your home in order to sow and create understanding or respect or love. So what if, then, you took the story of Abraham, which is a third side story, what if that could be actually because Abraham stands for hospitality. What if that could be an antidote to terrorism? What if that could be a vaccine against religious intolerance? How would you bring that story to life? Now it's not... Voilà, bon, j'arrête là. Et vous voyez, en fait là c'est à l'américaine, donc on est dans le storytelling, il commence avec des blagues, mais c'est assez intéressant vraiment à décortiquer aussi. Pardon ? Ouais. Je ne l'ai pas rencontré encore, mais on s'écrit un peu. Mais après, donc il y a peut-être la lumière illuminée, mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a vraiment aussi un réseau beaucoup plus puissant que ça, parce qu'ils ont réussi à faire quand même quelque chose d'assez étonnant au départ, parce que c'est en train de marcher, enfin, même si c'est balbutiant, mais avec des réseaux internationaux, des soutiens internationaux que je ne connais pas encore précisément, mais à être justement à recevoir des labellisations, à être reconnu par l'Alliance mondiale des civilisations, je ne sais plus, par l'ONU, etc. Donc il y a toute une procédure aussi par le haut qui fait que si c'était un simple illuminé, il se serait pas arrêté, il aurait été vite arrêté. Et là, justement, pour vous montrer un peu l'ambition quand même du projet, parce que ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est une réaction en fait. Le projet de ce chemin est né en réaction donc, et au terrorisme et même à l'intolérance religieuse, etc. Donc c'est trouver une façon en tout cas de promouvoir la paix. On retrouve encore ce leitmotiv récurrent. Et l'ambition, vous voyez, tel qu'il est, donc là on voit la carte du chemin tel qu'il existe, en tout cas en Syrie, il faut oublier le tracé. Vous voyez d'ailleurs que Marmoussa, c'est le chemin, le monastère de Paolo dont je parlais, mais donc on voit la naissance du chemin ici à Haran, en tout cas près de Urfa, sachant que il y a aussi des partisans évidemment que Abraham vient de Our en Chaldée. Donc là, il y a un peu une compétition de provenance, mais que, voilà, à terme, en tout cas, le projet tel qu'il le rêve, voilà, on pourrait parler de rêve, en tout cas, ce serait de passer, de traverser l'Irak, de descendre aussi vers la Mecque, d'aller jusqu'en Égypte,
En tout cas, il y a une volonté quand même relativement intéressante. Le tracé en ligne continue étant, sauf en Syrie, ce qui existe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le chemin s'étend sur 400 km à travers la Turquie, la Jordanie, Israël et Palestine. Le dernier tronçon, comme je l'ai dit, va dans le désert du Negev. Il vient d'être ouvert. Donc à terme, le chemin prévu, tel qu'il est escompté, devrait ou traverserait au conditionnel 5000 km. Comme le montre cette carte, alors utopique, ça c'est évidemment à estimer. Enfin, pour le moment ça l'est. Parce qu'on est dans un contexte particulièrement tendu, miné, on ne va pas faire un dessin non plus par rapport à la situation géopolitique. Voilà, en Syrie, tout a été anéanti. Mais les soutiens politiques de cette organisation que je connais mal ont l'air quand même assez solides pour arriver à faire ce qu'ils font. Donc les objectifs concrètement, c'est une organisation à but non lucratif, non religieux et non politique, telle qu'elle se présente en tout cas, dont la mission est de soutenir les partenaires locaux du chemin d'Abraham. Et donc le projet est d'être envisagé comme un catalyseur pour le développement socio-économique et pour le tourisme durable, un lieu de rencontre entre les habitants et les voyageurs du monde entier, une mise en valeur de la culture, du patrimoine et de l'hospitalité de la région. Donc là, je voudrais souligner aussi cette dimension apolitique et areligieuse qui est quand même clairement énoncée. Donc on ne se situe pas dans le dialogue interreligieux, mais dans l'interculturel, qui dépasse le religieux, ou bien qui s'en passe, si l'on peut dire. Et donc la figure, à partir de la racine religieuse commune d'Abraham, le père des monothéismes, le premier pèlerin, bon là il y a toute une rhétorique aussi abrahamique à décortiquer. Donc ce n'est pas un pèlerinage, mais c'est une entreprise entièrement sécularisée qui relève du tourisme culturel et interculturel, voire religieux. Donc la plupart des marcheurs, je crois, actuels viennent des pays occidentaux. Donc la dimension patrimoniale est là aussi, comme dans les autres cas, que le sentier relie des sites de l'histoire biblique, en fait, d'Abraham ou d'autres personnages, évidemment, des personnages variés, et je cite, une myriade de communautés qui reflètent la riche diversité du Moyen-Orient, des Kurdes, juifs, chrétiens, musulmans, alévis, bédouins, fellahs, samaritains. Donc là, il y a il y a cette valorisation des communautés du Moyen-Orient. En fait, c'est l'itinéraire qui est jalonné de musulmans, encore un lapsus, l'itinéraire est jalonné de monuments, ou bien c'est plutôt l'inverse, on a sciemment fait passer le chemin par ces lieux de mémoire, même si Holbach a bien montré que la vérité historique importe peu. Donc on propose une expérience de type pèlerinage avec plongée dans l'histoire, comme à Compostelle, parce que ce qui compte beaucoup pour les pèlerins de Compostelle, c'est de marcher dans le pas des ancêtres, etc. C'est une rhétorique aussi très, très récurrente, et là c'est un peu la même chose. Du coup, il y a un voyage dans le temps que les gens peuvent aussi éprouver et faire un pas de côté par rapport à l'expérience aussi de la situation, par exemple en Palestine, qui est très marquée de checkpoints, de frontières. On a vraiment cette idée-là. Mais là, on présente en tout cas l'expérience comme quelque chose de fluide où on va au contraire sortir des sentiers battus et parcourir le paysage. Vous allez voir la suite. Ce qui est intéressant, c'est la valorisation aussi donc il y a l'idée du tourisme solidaire. On veut contribuer au développement durable, écologique, responsable, etc. au niveau local. Donc il y a toute cette rhétorique aussi qui est présente. L'artisanat y est promu, de même que le réseau d'accueil en fait chez l'habitant. Donc tout ça se repose sur le paradigme aussi de l'hospitalité hérité d'Abraham, en référence d'ailleurs à l'épisode de Mambré. Abraham recevant les 3 anges, et le chêne de Mambré est une étape du chemin d'Abraham. Donc les gens marchent en séjournant dans les familles d'accueil, j'ai bientôt fini. Et voilà. Donc je voudrais aussi vite fait souligner la constitution d'un réseau. Tout ça marche au niveau local à travers un réseau d'associations locales, d'organisations, des tours opérateurs aussi qui facilitent le voyage des randonneurs. Et aussi au niveau international à travers un collectif d'entrepreneurs, donc de cette association. Il y a un board of governors, dont des gens qui sont basés dans le monde entier, au Brésil, aux États-Unis, en Suisse. Il y a tout quelque chose d'assez mondialisé. Il y a même une antenne au Brésil avec des gens qui marchent au Brésil en solidarité avec le Moyen-Orient, etc.
Et le chemin est approuvé par l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, l'Alliance des civilisations des Nations Unies et d'autres partenaires. Donc il y a le réseau, le chemin est très présent sur Internet. Et je vais vous faire voir justement cette petite vidéo qui vous montre un peu le genre de... C'est aussi un teaser. Tout à l'heure, vous avez vu le teaser des chemins séfarades. Donc là, c'est le teaser du chemin d'Abraham qui vit sur Facebook, sur Twitter, tous ces trucs-là. Donc ça fonctionne beaucoup par ces canaux. أنا عندي 106 سنين 106 سنين الحمد لله Les trois verbes qui déclinent un peu la politique, ou en tout cas le projet qui est Discover, Walk and Connect. Et je pense que ça serait intéressant aussi, puisqu'il y a beaucoup de ces vidéos qui circulent, peut-être de les comparer, de les analyser, de voir une analyse, y compris avec la précédente que j'ai montrée, donc il y en a plusieurs. On voit quand même toute des recoupements. Par exemple, il n'y a aucune référence religieuse, par exemple, dans ce teaser. Il y a la mise en scène qui est intéressante et donc ça pourrait être une étude aussi à mener sur même donc je suis en contact avec le réalisateur du film, etc., la commande. Donc en fait c'est vraiment une ONG mais qui a des moyens pour produire et réaliser ces films, être présente. Enfin, il y a des gens qui voyagent beaucoup autour de ce projet. Une autre catégorie d'acteurs, et je passe vite fait à ma conclusion parce que je le vois dans le slide d'après, c'est aussi tous les auteurs, tous les écrivains, tous les auteurs de guides ou de récits de pèlerinage qui je crois aussi constituent une catégorie d'acteurs intéressants parce que ce sont eux qui aussi promeuvent. Donc là c'est Ruffin par exemple à travers son récit de Compostelle en tant que aussi un croyant, etc., mais qui trouve aussi quelque chose. Le chemin d'Assise dont j'ai parlé, j'ai rencontré l'auteur récemment, c'est très intéressant parce que lui aussi se définit comme un marcheur professionnel qui n'est pas pèlerin mais qui est un croyant, mais en même temps c'est ce livre qui donne envie à beaucoup de gens de partir, ou alors ce récit du chemin d'Abraham là qui est aussi publié. Donc en conclusion, je voudrais revoir comment la revitalisation du pèlerinage de Compostelle et ses nombreuses ramifications, ainsi que l'initiative du chemin d'Abraham. À travers ces initiatives, donc, on observe un processus de patrimonialisation de chemins culturels et interculturels dont l'objectif affirmé consiste à dépasser les frontières, à promouvoir la paix, toutes ces valeurs déjà citées. Le Conseil de l'Europe dont j'ai parlé parle d'ailleurs d'ouvrir, je cite, des diagonales européennes pour traverser les frontières et faire comprendre aux Européens, je cite encore, qu'ils partagent la responsabilité de la protection de leur patrimoine et de l'interprétation de leur histoire, et pour qu'ils travaillent à une meilleure sécurité démocratique, fondée sur la tolérance, la reconnaissance des minorités et le dialogue interreligieux. Donc là, on voit explicitement toutes les problématiques de frontières, de diagonales qui doivent traverser les frontières nationales et promouvoir justement, y compris le dialogue interreligieux. Donc tout ça se recoupe particulièrement. D'ailleurs, pour montrer que tout cela se tient, le chemin d'Abraham a été mis à l'honneur par l'Institut européen des itinéraires culturels en 2010 lors d'un congrès en Italie. Et on voit donc que c'est le chemin d'Abraham qui est hors zone par rapport qui n'est pas concerné forcément par l'Europe, a été invité, mis à l'honneur dans ce colloque, et on voit que les uns s'invitent, etc.
Ces croisements constituent l'un des aspects, je crois, passionnants de cette recherche qui nous reste à analyser en profondeur dans l'interrelation des acteurs, des institutions internationales, des chemins entre eux, à travers le modèle de Compostelle, mais aussi les marcheurs qui gravitent d'un itinéraire à l'autre, ou alors les valeurs aussi qui sont véhiculées d'un espace à l'autre, telles que la paix, mais aussi ce paradoxe qu'il faudrait approfondir, ce que j'appelle le paradoxe de Compostelle, justement entre le matamor et la convivencia, ces deux pôles particulièrement intéressants. Voilà, il faudrait aussi, je crois, approfondir les notions de dialogue, de ce que j'ai là désigné par interculturel, interreligieux, qu'est-ce que ça veut dire, ou alors cette idée peut-être du para-religieux, parce qu'en fait on est en parallèle de domaine ou de pèlerinage ou du champ religieux, mais on est dans quelque chose qui pourrait être para, ou on pourrait l'appeler le para-religieux en tout cas. Et on constate donc du religieux qui ne dit pas son nom, ou bien du tourisme qui ne dit pas le sien. Voilà, c'était ma fin. Je vous remercie. Merci Manoël, c'est très riche, c'est vraiment passionnant moi je trouve, parce qu'on voit vraiment à l'œuvre là un discours patrimonial global, globalisé, l'idée d'un espace patrimonial qui extensif, et où on voit bien que c'est peut-être moins les localités, les sites que les connexions, les circulations quoi, qui comptent. Enfin, en tout cas, on peut s'interroger là-dessus. Et moi, ce que je retiens aussi de ce que tu nous as dit, c'est cette idée que cette idée de patrimoine, elle est à repenser justement à la lumière de ces connexions, de ces recompositions. Et en même temps, ce qu'on a vu à la fin, ce qui était frappant, hein, c'est pour ça que j'ai fait. Mais c'est à la fois on est sur des échelles de globalisation, mais aussi sur l'émergence d'un secteur privé, finalement, parce qu'il y a des entrepreneurs de patrimoine, c'est le libéralisme au sens d'ailleurs pas nécessairement, je dirais, diabolisateur, mais enfin, si on reste au niveau du constat, on voit à l'œuvre une libéralisation quoi, de la vision du patrimoine. Pierre, je ne sais pas ce que tu veux. Ouais. Mais je te vois d'ici. Ouais. Alors, on prend quelques questions, et puis après, ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on prenne un peu de temps pour une remise en perspective de ces 2 journées. C'est ce qu'on disait. Est-ce qu'on a le temps? Voilà, je me tourne vers toi. Ouais. Le chemin des Huguenots. Oui. Je connais mal ce sujet, mais c'est vrai qu'on peut même, il y a des pistes de recherche que je partage là sans filer, mais on voit aussi, par exemple, dans le cas de Compostelle, on pourrait dire une forme de décatholicisation de la pratique pèlerine aussi, et presque une protestantisation à travers où c'est le paysage qui compte, on est plus dans une attitude d'être démunis, etc. Donc, et d'ailleurs, de plus en plus de protestants partent sur le chemin de Compostelle, justement, parce que du coup, on sort un peu du culte des saints, ou du saint, et c'est plutôt l'expérience qui est donc la rencontre avec soi-même, l'intériorité, et donc peut-être que il faudrait voir ce chemin des Huguenots que je ne connais pas, mais qui doit certainement reposer sur les mêmes conditions, les mêmes critères. Oui. Je chercherai, oui. Juste un mot pour rebondir à ce que disait Olivier, les opérateurs et les entrepreneurs du patrimoine, certes, donc la dimension économique aussi, mais qui n'est pas ancienne, qui n'est pas nouvelle en fait. Voilà, parce que tous ces chemins, quand c'était pour le coup vraiment des chemins de pèlerinage, il y a toujours eu des hôtels, des marchands, des foires, donc des commerçants, même on disait des brigands. Et puis les faux pèlerins, ce qu'on a appelé je ne sais plus comment, les coquillards, c'est ça, ou je ne sais plus lesquels, mais qui portaient la coquille pour se faire de Compostelle, pour se faire passer pour des pèlerins et bénéficier d'avantages qui leur étaient octroyés, mais en étant en même temps des profiteurs en fait. Donc il y a toute ça c'est quelque chose, je pense. Et là aujourd'hui vraiment c'est intéressant. En Compostelle, il y a moi j'ai travaillé sur Compostelle, j'ai fait ma maîtrise en fait il y a 15 ans sur ça. Et avec une dimension ethnographique. Et là, je vois vraiment, en m'y repenchant, le boom vraiment de toutes ces agences sur Internet. Il y a une offre qui n'existait pas il y a 10-15 ans.
le nombre de guides, le nombre justement là, de récits, de récits et de guides de pèlerins, de pèlerinage qui participent aussi d'un élan. Et donc, pas plus tard qu'il y a 10-15 jours, il y a l'auteur du livre du milieu, là, du chemin d'Assise, qui a marché, qui fait une promotion intense de ce chemin, alors qu'il est un croyant, il l'assume, il le dit. Il est venu dans une association Jacquaire à Marseille, et donc je l'ai rencontré. Et c'était incroyable le nombre de gens qui disaient « je suis marcheur, je suis pèlerin de Compostelle, etc. Et je cherche un autre horizon, un autre chemin. » Et donc tout le monde s'y précipite en fait. Donc ce chemin-là, il y a 300 personnes par an qui le fait. Mais là, on peut s'attendre à ce que, avec ce bouquin, par exemple, ça va décupler. C'est sûr qu'il va y avoir un afflux massif de gens qui vont se mettre en route. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment l'idée de chemin, mais l'idée de trame, je crois, qui ressort. La Voie lactée, oui. Oui, Saint-Jacques-Lamec, oui. Moi, juste une question. Les rencontres d'assises organisées par Jean-Paul II, c'était avant la création du chemin. Certes, oui. C'était 86, donc, et là, ce chemin, c'est 2005, c'est une entreprise spontanée. D'ailleurs, c'est des Français, des anciens marcheurs de Compostelle, qui sont de Vézelay, parce qu'il y a cette communauté, cette première communauté monastique franciscaine fondée par des disciples de Saint François. Du coup, ça a été un peu la raison de dire c'est la chapelle de la Corde ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une invention totale. Mais ça acquiert le statut ça devient un chemin de pèlerinage. Enfin, c'est vécu comme tel. Mais il n'y a aucune fondation ni historique, ni aucune. Au Portugal, il y a une association qui s'est montée aussi pour réveiller les chemins de Saint-Jacques, qui vont nord-sud. Sud-nord, qui marche pas mal, mais par contre c'est une initiative de l'Église, d'un diocèse du sud du Portugal, qui est traditionnellement politiquement orienté plutôt communiste, et dont l'évêque est le fondateur de la politique patrimoniale de l'Église au Portugal. Donc c'est assez intéressant de voir que le contexte d'opposition et de confrontation avec une société plutôt globalement anticléricale et non religieuse a impulsé une politique globale au niveau national. C'est assez intéressant. Ouais. Et la dernière remarque, c'est le trader de la Société Générale, il a fait son pèlerinage à Rome. Ouais. Est-ce qu'on connaît des usages politiques du pèlerinage comme ça? Au niveau du pèlerin? Ouais, avant. Parce que bon, il a fait un pèlerinage pour obtenir le pardon, voilà, très bien, on a compris. Mais est-ce qu'il y a des exemples précédents de ça? Ça doit exister, mais je ne connais pas. Donc c'est vraiment intéressant. J'avoue que là, je n'ai pas d'exemple, de cas qui me remonte, qui revient, mais je pense qu'il doit y avoir... Là, chez Kerviel, c'est une opération de com, je crois, mais il y a quand même un fond de pénitence, on pourrait dire. Et d'ailleurs, je n'ai pas suivi parce que je n'étais pas là, mais j'ai vu qu'il a été arrêté en Italie, il a dû traverser la frontière. Je ne sais pas si c'était à son retour. Il s'est arrêté à la frontière pour rester, le jour même où il était appelé à témoigner au tribunal. Ouais, tout était monté, voilà, évidemment. C'est pas un hasard, mais bon. Mais n'empêche qu'il est allé voir le pape et qu'il a marché pour le faire. Ouais. Il a utilisé la... Alors là, c'est une anecdote, vraiment fermer les micros, mais j'ai lu ça sur les réseaux sociaux, sans dire lequel, mais que par rapport à la démission de Copé, le président d'un parti politique français, ça a circulé sur le Gorafi, vous voyez, c'est un site de parodique en fait, un peu comme le Canard enchaîné, et qui disait que Jean-François Copé avait été vu à Décathlon et qui cherchait une gourde pour partir sur les chemins pendant un long voyage pour au moins 10 ans. Donc en tout cas c'est intéressant parce que c'était tourné dans l'actualité, bon là on peut en rire, mais il y avait cette idée de dire il va chercher le pardon en prenant la route. Alors je ne sais pas si c'était une référence implicite à Kerviel, mais en tout cas on voit que c'est quand même même dans l'humour et dans le traitement de l'actualité politique, c'est quelque chose qui peut être... Donc je pense que ça devait exister avant, bien sûr. Merci. C'était très intéressant votre intervention. Merci. Et j'ai quelques questions.
En général, on connaît bien que de faire un itinéraire, c'est aussi de donner, de sentir et d'intérioriser des valeurs. C'est vrai en général. Et voilà, je vous demande, est-ce que vous connaissez qui a fait, par exemple, ce route du patrimoine des Juifs et pourquoi ça s'est stoppé jusqu'à la Bulgarie, qu'il y a vraiment une belle expérience sur le sauvegarde de ces Juifs. Et c'est vraiment une grande valeur humaine. Parce que c'est vrai, c'est quelque chose d'unique contre l'Holocauste. C'est la première question. Et après, la deuxième, qui concerne l'itinéraire Andalousie. Est-ce qu'en dehors de ce dialogue interculturel, on peut voir d'un itinéraire et par itinéraire plutôt ce question et cette réalité, si ça toujours est en présence de métissage. Parce que ce métissage, cette région d'Andalousie a été donnée comme un bon exemple de métissage, mais c'était au XIIIe siècle, bien sûr, pas maintenant. Mais est-ce que ça a été exploré comme une ressource pour montrer quelque chose de plus profond qu'un dialogue? Et de telle façon, je peux réfléchir aussi à ce que nous donnent les programmes européens. Ils nous donnent les destinations, ils nous donnent des mots-clés, ils nous donnent les standards, etc. Mais ça aussi fait quelque chose, une schématisation dans nos têtes et dans les pratiques. Par exemple, hier, l'exemple de Panayota, qui nous a donné la manière dont on peut classer le patrimoine immatériel. On a vu ces obstacles qui nous posent tous les programmes, pas tous les programmes, mais les programmes et ces critères, leurs critères de ces programmes. Voilà. C'était ça. Merci. C'est plus des commentaires, je pense, que vous apportez. Pour vous répondre, en fait, je n'ai pas approfondi les investigations en ce qui concerne l'itinéraire du patrimoine juif dont on voit la carte ici, et puis par exemple ces itinéraires d'Al-Andalus. Mais là, ça se passe au niveau des États, je suppose, en termes de... Je ne sais pas pourquoi est-ce que la Bulgarie n'est pas concernée, mais c'est peut-être qu'à l'époque, la Bulgarie n'était pas encore dans l'Union. Enfin, il y a peut-être des contextes aussi politiques qui excluent de fait certains partenaires. Quoi qu'en même temps... Mais le Conseil de l'Europe est plus large. Après, la Suisse y est, là, par exemple. Donc là, je n'ai pas de réponse particulière. Il faudra approfondir s'il y a lieu ces recherches. Et en tout cas, par exemple, sur l'Andalousie, c'est vrai que c'est une constante. On a plus tendance à parler du passé, mais on ne veut pas non plus trop... pour parler du présent, évidemment, mais en même temps, on veut pas tout... on n'aborde pas les questions sensibles, je crois, même du métissage ou de la cohabitation, qui posent problème parfois en Andalousie, par exemple. Alors on préfère justement convoquer cette mythologie de l'Andalousie, etc. Et on reste, je crois que c'est une problématique fréquente de la patrimonialisation, en fait, où on fige aussi quelque chose, on mythifie quelque chose et on s'en tient là, ça reste une référence commune. Enfin, ouais, on aplatit, voilà, on élude, donc on exclut quelque part, il y a un lissage, c'est ce que je disais hier soir, tout ça, souvent ça s'accompagne d'un lissage des pratiques, même religieuses proprement dites, en fait. Si après pour des patrimoines durs, on pourrait dire, le risque c'est toujours que les rituels et même les objets, que tout soit
lisser, aplatir ou perdre des fois une substance qui, pour certains, fait le cœur du magnétisme religieux. Pour l'Andalousie, là, il y a une grande polémique sur la cathédrale mosquée de Grenade. Où l'évêque refuse qu'on appelle sa cathédrale une mosquée, alors qu'elle est visitée pas en tant que cathédrale, elle est visitée en tant que monument médiéval. C'est Grenade ou Cordoue? Plutôt Cordoue. Non, c'est à Grenade, non? C'est Cordoue. C'est Cordoue? Ah, pardon. C'est Cordoue. Je croyais que c'était Grenade, pardon. Ouais. C'est Cordoue. Oui, donc c'est là, c'est des... Il y a un conflit qui tendanciellement tend à être effacé par les politiques culturelles pro-Andalou. Ah oui. Oui, il y a des revendications de tous les bords. Ouais. Donc des jeux d'échelle aussi qui se jouent entre l'Europe et puis au niveau local. Et voilà, tout ça, ce sont juste des pistes, mais on voit que la question de l'interculturalité, donc des frontières, moi c'est ça que je voulais appuyer en fait. Au niveau local, il y en a forcément, mais après des chemins labellisés de cet ordre, a priori, pas forcément, mais et s'il n'y en a pas, ça devrait venir. Voilà. Je vous propose que... Alors, tu veux poser une question? D'accord, bien sûr. J'aurais aimé savoir de quelle nationalité était la directrice de l'association Compostelle Cordoue. Elle est suisse. Elle est suisse. Elle a écrit un livre, justement, son indignation a donné lieu à un livre qui a déclenché la création de cette association. D'accord. Qui est dit, fondée par des pèlerins de Compostelle, Jérusalem et la Mecque. Donc, ce qui sous-tend une dimension aussi musulmane. Parce que tu sais que l'image du Matamoros c'est assez complexe et elle a été reprise par Franco. Et c'est quelque chose qui est assez, c'est un sujet assez tendu en Espagne. Ouais. Donc voilà. Et une petite remarque sur le chemin séfarade. Alors c'est à inscrire dans un contexte culturel un petit peu plus ample national. Depuis environ 3 ans et passe à la télé une série consacrée à Isabelle la Catholique qui a un énorme succès. Vraiment, c'est un phénomène. C'est limite s'il n'y a pas des poupées à son effigie, c'est quelque chose d'assez important. Et ils ont créé un chemin d'Isabelle la Catholique en Castille, mais la série met vraiment en lumière la population juive. Il y a peut-être un lien, tu vois, peut-être dans un contexte plus général à faire entre cette mise en valeur du chemin séfarade et de la culture médiévale hispanique. Voilà. Oui, mais je crois que les initiatives pullulent en fait. Donc, chaque communauté ou chaque région, veut valoriser son histoire et donc faire valoir des itinéraires qui les matérialisent en fait dans l'espace. Et une autre dernière remarque, tu disais que dans la présentation du chemin séfarade, le ministère des Affaires étrangères était présent, mais oui. Pas le ministère le ministre de la Culture. Alors, attends, j'ai noté tout ça. Je peux vous dire qui était présent ce jour-là. Le président du réseau des quartiers juifs espagnols et maire de Touleda, en présence du directeur des politiques publiques et des affaires institutionnelles de Google, Espagne, Italie, Portugal et Grèce, le directeur du centre séfarade d'Israël et le ministre des Affaires étrangères. Voilà. Donc il n'y avait pas le ministre de c'est peut-être aussi un élément à prendre en compte. Ouais. Donc c'était plus à l'échelle internationale qui sous-tend cette initiative. Il est 13h, donc moi ce que je propose c'est qu'on va clore cette session. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Pierre? Est-ce qu'on a encore 10 minutes pour faire un petit
des remarques générales, parce que cet après-midi est consacré donc à l'intervention de Samara, qui va être liée au tour urbain. Donc ça va être encore un autre format. Voilà. Et si peut-être on peut prendre une dizaine de minutes pour des remarques générales sur le 5. Ah bah alors je ne sais pas si ça vaut le coup. Oui. Oui. Moi, ce que je peux proposer, c'est quelques notes un petit peu transversales sur ce que j'ai retenu de ces 2 jours, mais il faut essayer d'aller vite. Hein, et on fait ça dans la mesure où on risque de ne pas se revoir ici après notre tour urbain, hein, tu vois. Voilà. Donc, moi, ce qui me, alors, pour commencer par ce qu'on a dit aujourd'hui, ce matin, et puis on finit par ton intervention, Manuel. Ce qui frappe, c'est souvent cette idée qu'effectivement, on parle du religieux et le patrimoine religieux comme renvoyant à des questions finalement de valeur, quoi. Alors c'est revenu plusieurs fois, hein, c'est-à-dire c'est l'idée qu'il s'agit moins de qualifier un dogme, un patrimoine qui serait un peu clos sur lui-même ou considéré comme, je dirais, homogène, etc., qu'un ensemble de valeurs, et souvent avec cette idée que, bah oui, c'est le bien commun. Alors bien commun, le bien commun, c'est compliqué de définir ce qu'on entend par bien commun, parce que c'est toujours le bien commun défini par quelques-uns quand même, hein. Voilà. Mais cette idée qu'en tout cas on tend vers l'idée que derrière le religieux on vise un ensemble de valeurs conçues éventuellement comme universalisables. Moi je retiens ce qu'a dit Stavroulakis hier, hein. Alors c'était assez intéressant dans l'intérêt de ton intervention, c'est aussi d'aller vers cette question finalement je dirais d'une globalisation, hein, voilà, du patrimoine et du religieux, où on voit qu'il y a cette idée qu'il y a un discours qui se met en œuvre autour de l'idée de dialogue, de transfrontalier, et les chemins d'Abraham comme art religieux. Bon, ben moi je crois que c'est assez parlant, c'est-à-dire voilà, il faut décharger ces patrimoines-là de fonctions religieuses précises. Bon, voilà. Alors, donc là, du coup, moi, ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie aussi à cette dimension du patrimoine qui est, à mon avis, frappante, c'est-à-dire on est toujours entre les pratiques concrètes des gens et les pratiques vécues, les expériences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche finalement au travers de ces patrimoines, et d'un autre côté, sur quand même la question de la légitimation, c'est-à-dire la question on peut difficilement penser le patrimoine sans des formes, pas forcément d'institutionnalisation, mais en tout cas, ça renvoie toujours à la question de qui considère que c'est légitime, quoi. Moi, je trouve que ça, c'est assez frappant dans ce que l'on a vu au travers de nos différents débats. Tu finis aussi sur l'idée que quand même le patrimoine renvoie aussi à la question de l'expérience. Alors on a pu en parler dans un certain nombre de cas, mais il faut s'interroger là-dessus, c'est-à-dire finalement quelle expérience en est faite. Je pense que c'était aussi la question de Krassimira. Alors ces journées donc montrent différents aspects de ces thématiques, donc qui sont compliquées, et à mon avis, bon, je vais me contenter de pointer un certain nombre de questions qui peuvent faire nœud ou qui peuvent peut-être être mises en tension, hein, c'est-à-dire ils sont nécessairement multiples dans leur forme, dans leur statut, il me semble, hein. Ils peuvent concerner des sites d'importance variable. C'est bon, voilà, on est du local au mondial, on le sait, voilà. Ils peuvent être associés aussi, alors ça, à des religions officielles, voilà, hein, en tout cas qui renforcent leur caractère institutionnel via le patrimoine, mais aussi à des pratiques qui peuvent être minoritaires, syncrétiques ou hétérodoxes. Et là, les interventions sur la Turquie ou sur les Bektashi ont montré qu'il y a quand même un nœud de tension fort sur ce plan-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler de patrimoine minoritaire? La notion de patrimoine minoritaire elle-même, elle est problématique, quoi. Voilà. Donc des patrimoines qui, pour certains, sont très composites. Alors il y a eu les exemples donnés par Krassimira Krostanova, il y a eu les exemples évidemment du Bektashi, et puis ce dont tu nous as parlé. Qui peuvent présenter différentes strates de sens. La formule du palimpseste est peut-être un petit peu convenue, mais en tout cas, elle peut revenir, hein, pour qualifier ces sites et ces patrimoines-là. Hein. On voit que on a souvent l'impression qu'on a affaire à des patrimoines, voilà, comme s'il y avait des processus nouveaux qui se mettaient en œuvre, mais on voit que ces patrimoines-là, ils sont travaillés de longue date. Enfin voilà, on qualifie de patrimoine, c'est un mot valise pour qualifier des processus
processus de transmission, de revendication, de mise en héritage qui sont de toute façon travaillés dans la longue durée. Et donc, à mon avis, il faut s'intéresser à ça, c'est-à-dire il y a aussi une superposition des sens accordés, des sens attribués et des usages faits de ces patrimoines. Voilà. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est qu'on voit bien qu'on est dans la globalisation patrimoniale, c'est-à-dire la reconnaissance, elle est jamais uniquement locale et uniquement nationale maintenant, c'est-à-dire on voit que l'échelon national, qu'on a souvent tendance à considérer comme une sorte d'échelon clé, voilà, n'est qu'un maillon parmi d'autres, même s'il demeure effectivement très puissant, mais il y a la mise en réseau, il y a la transnationalisation, il y a l'émergence, alors l'exemple donné par Myriane aussi, de structures, d'ONG, c'est-à-dire de manière de penser ces patrimoines-là depuis, alors l'extérieur, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire l'extérieur, mais vous voyez ce que ça signifie, c'est-à-dire on utilise ces échelles transnationales pour s'affranchir de frontières parfois ou de pesanteurs ou de contraintes institutionnelles, locales ou nationales. Donc ça c'est frappant, c'est-à-dire on est sur des institutions, des collectifs et des communautés, alors là, je finirai un peu là-dessus, mais qui sont d'emblée de l'ordre du réseau. Voilà. On a parlé aussi avec Panayota, dans un certain nombre de cas, de toutes ces chaînes patrimoniales qui sont à l'œuvre, ça c'est important, c'est-à-dire on voit que ça passe aussi par les exemples donnés par Madame Angeliki Yanakidou est intéressant, c'est-à-dire c'est, à un moment donné, c'est les acteurs institutionnels ou les musées locaux ou les musées peut-être personnels, enfin en tout cas privés, les experts, les chercheurs, tout ça, ça compose cette chaîne patrimoniale qui est à l'œuvre, jusqu'évidemment aux acteurs locaux et aux usagers. Alors là, moi je finis par ça. Moi ce qui me frappe, et on le voit émerger dans nos présentations, dans nos communications, mais en même temps peut-être que ça vaut le coup de s'interroger un peu. C'est que, oui, ces questions, ces patrimoines, ils sont aussi à penser en fonction de la manière dont ils sont pratiqués, dont ils sont performés, dont ils sont vécus, c'est-à-dire dont ils sont objets d'expérience, quoi. Voilà. Et on sait bien que dans ces questions de patrimoine, souvent, la question, c'est souvent qu'on a l'impression d'être que le patrimoine peut être asséché par ces critères institutionnels, etc. Mais on voit bien que derrière se pose la question d'expérience, voire de parcours de vie, on l'a vu hier soir, d'expériences qui peuvent être plus ou moins longues ou éphémères. Et alors là, quelques questions clés, puis on finit là-dessus. Moi, je vous propose de... Mais qu'en est-il des rapports dans ces patrimoines religieux entre le cultuel et le culturel, entre les usages conçus comme religieux et les usages touristiques, culturels, esthétiques, de délectation, voilà, c'est-à-dire, qu'en est-il de ces pratiques multiformes? Cyril en a parlé finalement en disant c'est difficile de savoir ce qui est de l'ordre du tourisme ou du religieux proprement dit, mais Gléna, tu en as parlé aussi, voilà, c'est difficile de... Ce à quoi on a affaire, c'est aussi l'idée que toutes ces sphères-là s'entremêlent, et elles peuvent s'entremêler au travers de notions un peu transversales, comme précisément patrimoine, heritage, etc. Donc la vie rituelle proprement dite, c'est une dimension fondamentale, mais on voit bien que tout ça se négocie, enfin que le patrimoine, la mémoire, sert à réalimenter ce qu'on appelle le religieux et qu'on a du mal à définir. On est bien placé pour en parler en tant que les ethnologues, etc. Là, il semble évident qu'une dimension du patrimoine qui est problématique, parce que Panayota soulignait, mais l'immatériel entre en ligne de compte. Pour moi, le patrimoine immatériel, c'est ce qu'on appelait la culture, quoi, tout simplement, au sens ethnologique. Enfin, je vois pas le... C'est ce qu'on se transmet les uns aux autres, c'est ce qui fait l'objet effectivement de pratiques de transmission, mais de négociation, d'interaction. Et je pense qu'on peut finir sur cette idée qu'il y a un des points aveugles, c'est bien cette question de les détenteurs supposés, les porteurs supposés, ou les assignations de patrimoine, c'est-à-dire les communautés avec tous les guillemets qu'on a, c'est-à-dire communautés, on sait bien
bien que ça devient complètement indéfinissable dans ces questions patrimoniales. Je finirai un petit peu là-dessus en disant, on parle beaucoup des porteurs de patrimoine, voire des habitants, alors il y a les fidèles, il y a les visiteurs, il y a les touristes. Finalement, quelle est la nature est-ce qu'on n'est pas en train de créer justement des communautés, alors non plus religieuses ou nationales, mais patrimoniales d'une certaine manière, c'est-à-dire ce seraient les personnes qui se retrouveraient autour de l'idée que tel site, telle pratique, tel rituel, etc. fait sens, mais par contre n'est jamais consensuel, quoi. On a vu qu'il y a toujours conflit ou dissensus ou négociation ou tension sur la valeur qu'on attribue à ces patrimoines-là. Donc moi, une des entrées majeures que je vois dans nos débats, c'est peut-être de mettre l'accent sur cette idée. À quoi assiste-t-on et à quelles conditions voit-on convoquer l'idée de communauté patrimoniale, quoi. Peut-être qui peuvent être tout aussi bien locales que transnationales, ancrée que circulante, instituée d'en haut. Est-ce que c'est possible ? L'UNESCO demande explicitement l'accord des communautés. Ça veut dire que les communautés se créent pour répondre à la demande. Instituées d'en haut ou formées de longue date sur d'autres biais. Et on l'a bien vu, ces communautés, elles sont nécessairement hétérogènes. Elles renvoient à la longue durée comme à leur caractère éphémère. Et voilà, donc je finirai un petit peu là-dessus à titre d'ouverture de moi, ce que j'ai retenu un petit peu de nos journées. Voilà. Alors, oui, bon. Krasimira, oui. Je veux dire merci aux gens qui ont organisé ce séminaire, à Olivier, à Pierre et à Panayota. Et aussi, je veux dire merci à l'école française à Athènes qui nous a accueillis. Et bon, merci. C'est pas fini, c'est-à-dire là ce qu'on fait, c'est une sorte de bilan un peu, parce qu'après on va passer sur... C'est ce que j'allais dire, voilà. J'allais dire, c'est pas terminé. On a la session finale avec Semia qui va nous faire une présentation du patrimoine ottoman à Athènes. Voilà. Mais on redira merci tout à l'heure. Donc je propose qu'on aille... qu'on aille manger tous ensemble pour ce qui est des participants au séminaire, et on se retrouve à 14h30 ici pour l'intervention de Semia, et après on vous donnera le point de rendez-vous pour la suite. Mais le rendez-vous c'est bien ici 14h30 pour et on peut laisser les affaires. Je vais faire ma clé si je retrouve la clé.